Et c'est ça aussi la définition de l'entrepreneuriat. C'est pas d'avoir cherché l'argent, mais c'est apporter une solution à un problème, en fait. Je me retrouve ça, c'est pas bien. Je me dis, ah, d'accord. Voilà comment le business décolle. Et donc, directement le mois qui a suivi, j'ai ouvert la ligne de Yopougon, j'ai ouvert la ligne de Koumassi et j'ai commencé à voir ça, c'est comme par véhicule. En tant qu'élève, je mène une presse écrite sur pied où on donne les informations de la région, les accidents, les moments joyeux, les moments, en tout cas, tout ce qui était comme information, on mettait dans les journaux. Certaines choses sont passées, des questions de gérance, des trahisons aussi, parce que j'ai un ami qui est passé derrière moi pour gâter entre moi et puis mes partenaires. En Guinée, par exemple, c'est pas moi qui suis allé chercher le partenariat en Guinée. En Guinée, le partenariat est venu vers moi. Le partenariat est venu vers moi à cause de la communication, la faute communication que je fais sur mon activité. Bonjour et bienvenue dans Vingtaine d'Audace, le podcast qui célèbre celles et ceux qui, dans la tempête comme dans l'élan, ont choisi d'oser. Ici, nous tendons le micro à ces jeunes vingtenaires, à ces jeunes voix qui ont choisi de tracer leur propre voie. Carriéristes, entrepreneurs, engagés dans le social, artistes, bâtisseurs de rêves et d'avenir, chaque épisode a un moment suspendu pour parler d'élan, d'échecs, de succès et surtout d'audace. Bienvenue dans cette traversée. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Yves Tiemele, jeune entrepreneur dans le domaine du développement durable. Il est fondateur et gérant de la marque Coco d'Or Bio, qui fait dans la transformation des déchets organiques en produits écologiques. Il est demi-finaliste de Weekend 2024. Il est aussi alumni de Orange Corner et DigiGreen. Et également, il fait partie du trio des meilleurs entrepreneurs dans le domaine du développement durable. Je suis tout oui à l'idée de vous partager davantage son parcours, à l'idée de savoir un peu plus sur son projet. Je vous invite à suivre cet épisode et je ne vous dirai pas davantage, je le laisserai lui-même vous en dire davantage. Bonjour Yves. Bonjour. Je te souhaite particulièrement la bienvenue. Merci. Ouais, je te souhaite la bienvenue. J'avais hâte de te rencontrer pour parler de ton projet. Moi, je l'ai vu sur les réseaux et directement, ça m'a accroché parce que pour avoir discuté avec toi, je connais un peu l'histoire derrière le projet, les motivations, tant personnelles que sociales et tout ça. Et pour moi, c'était, voilà, quand tu représentes un de ces profils qu'il faut mettre en avant. Donc, c'était Merci. vraiment important pour moi de te recevoir. Merci pour l'invitation, c'est touchant. Ça me fait plaisir aussi que ça te plaise et que tu aies accepté de participer. Alors, je t'ai un petit peu présenté. J'ai dit ce que je savais de toi. Mais ici, moi, j'ai pour habitude de laisser les gens se présenter parce que j'aime voir comment vous vous présentez. Qu'est-ce que vous savez de vous? Alors, tu nous diras, Yves, c'est qui? Quelles sont ses valeurs et quels sont ses principes moraux dans la vie? D'accord, je suis Yves Tiemele. Je dis d'abord merci à l'animatrice pour cette invitation. C'est un plaisir, un honneur d'être là parce que nous ne sommes pas invités là sur un plateau d'adultes, mais c'est vraiment un podcast initié par une jeune comme nous. Et donc, c'est d'abord une fierté et déjà, nous nous félicitons pour ça. Et donc, c'est encore un plaisir d'être avec vous. Je suis à l'état civil pour Tiemele Yves Henri Kevin. J'ai 25 ans. Je suis fondateur et gérant de l'entreprise Coco d'Or Bio, une entreprise qui fait la production et la commercialisation de produits écologiques à partir de recyclage de déchets organiques. Faut dire que Yves Tiemele, c'est un jeune entrepreneur qui a commencé tôt l'entrepreneuriat. Depuis l'âge de 16 ans, on a démarré avec des petites activités qui nous permettaient de rentabiliser. Et au fur et à mesure, on a appris des choses, on a appris des valeurs, on a essayé de se former sur sur le terrain, à partir aussi des différents programmes de formation auxquels nous avons vraiment pris part. Et donc, aujourd'hui, après tout ce temps, faut dire que, voyez un peu que de 2016 jusqu'à maintenant, ça fait quand même beaucoup d'années. Donc, on est 7 jeunes, on a une petite expérience en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, grâce à nos efforts, on est à la tête d'une entreprise, quand même, en Côte d'Ivoire, qui est reconnue lorsqu'il s'agit des entreprises qui exercent dans l'énergie et le développement durable. Et vraiment, c'est un honneur d'être là pour partager ce que je sais, ma petite expérience avec vous. Puis bon, je reste open pour toutes vos questions. Et puis bon, vous allez comprendre plus au fait, au fur et à mesure qu'on échange. Ok, merci beaucoup. Déjà, ta présentation est plutôt complète. Et le bon côté, c'est que ça me permet directement d'entrer dans le vif du sujet parce que tu as commencé par parler
de ton parcours entrepreneurial qui Mm. commence en 2016 quand C'est même. ça. Pour t'avoir un petit peu connu plus tôt, Mhm. moi, je sais que tu es quelqu'un, Mm. c'est vraiment le profil de jeune qui veut avoir de l'impact, Mhm. enfin, qui veut que ses actions, ses projets servent. C'est ça. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous parler de ça? Donc, de la genèse Mhm. de Yves, en fait. D'accord. De la version de Yves qui a commencé dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que D'accord. tu commences? Tu commences avec quoi comme D'accord. business? De la version de Yves qui a fait un peu dans le social, tout Mhm. ça, jusqu'à ce qu'on arrive à Mhm. aujourd'hui Coco Dorpio. D'accord. Comme je l'ai dit, en 2016, on a démarré. Il faut dire qu'en 2016, j'étais élève au lycée classique d'Abidjan. J'étais élève au lycée classique d'Abidjan. Et là, j'étais euh, dans une position qui était quand même complexe du point de vue social parce que j'habitais à Bobo, le lycée classique d'Abidjan, à Cocody. Vous voyez déjà la distance. Et nous, on n'est pas de famille vraiment très aisée pour pouvoir profiter des cas de transport que l'école mettait à disposition. Parce que, en son temps, les cas de transport coûtaient 200 000 francs, 300 000 francs l'année. Donc, nous, on était obligés de se taper les bus pour aller à l'école, aller comme au retour, en fait. Et Ok. donc, voilà, là, c'était vraiment difficile. Pendant que, lorsqu'on finit les cours, si d'autres peuvent prendre les cas pour rentrer à la maison, nous, on était obligés d'aller attendre les bus. Donc, c'est là, au fait, tout a commencé. Parce que, il y a une scène qui s'est produite où un jour, je suis arrivé en retard parce que le bus, il manquait le bus, et tout, je suis arrivé en retard. On a eu une interrogation et j'ai été sanctionné parce que j'ai été absent, au fait. Alors que ceux qui prennent le cas, lorsqu'ils viennent, leur absence est justifiée, parce qu'on suppose que c'est le cas Ah, qui n'est pas vite arrivé, puisque c'est le cas de l'établissement. ouais. Donc, cette action m'a vraiment touché et ça m'a amené à vraiment trouver une solution. Et c'est ça aussi la définition de l'entrepreneuriat. C'est pas d'abord chercher l'argent, mais c'est apporter une solution à un problème, au fait. Mhm. Donc là, je me trouve dans une position où mais je dois trouver une solution parce que là, si je vais venir à chaque fois en retard, puis je vais rater des notes, pendant que c'est pas justifié, alors que les autres, c'est justifié, bon, qu'est-ce que je fais? Et c'est comme ça que je vois que je suis pas seul dans cette position parce qu'il y a beaucoup d'élèves d'abord de ma classe et de l'établissement qui sont dans cette même position. Mhm. Donc, je dis, bon, OK, je vais essayer de réfléchir à quelque chose. Je rentre à la maison, je vais voir un aîné au quartier qui avait ses massacres qui fait bac là. Donc, là, je l'ai vu, je dis, ah, mais, ah, oui, bon, vraiment, tu vas nous aider. Hein. Moi, je vais jusqu'à l'école, jusqu'au lycée classique. Vraiment, je vais te proposer quelque chose. Je vais voir avec mes amis. Chaque fin du mois, on va te donner 150 000. Mais tout ce que nous, on veut, tu vas fixer un point de départ où tous ceux qui sont, par exemple, à Bobo, là, nous, on se retrouve là. Tu nous prends pour nous déposer à l'école et puis tu vas faire ton travail. Maintenant, le soir, tu fixes une heure où on se retrouve et puis tu viens nous chercher encore pour nous déposer au même endroit. Mhm. Il a dit, il n'y a pas de souci, lui, ça l'arrange parce que déjà, il va faire son business dans la journée et puis là, ça, c'est comme encore chaque fin du mois, c'est un avantage pour lui. Donc, voilà comment on part. Et donc, qu'est-ce que moi je fais? Je retourne à l'école, j'essaie de rapprocher les différentes salles de classe, voir les élèves qui sont dans la même situation que moi et je leur propose de payer 10 000 francs par mois pour qu'on puisse pouvoir prendre le transport. Alors que vous voyez que à l'école, les cartes coûtent 300 000. En tant que tu payes 10 000, 10 000, il y a 9 mois au cours de l'année scolaire, tu fais 90 000. Il y a une large différence. Ouais. Donc, quand j'ai commencé, les premières personnes ont commencé à s'inscrire. Je me suis retrouvé avec 30 personnes. Euh, on avait, comment on appelle, le véhicule prenait 24 places. Mais bon, on est jeune, on est petit, donc on a fait de telle sorte que les 30 personnes puissent rentrer au niveau des 24 places. Voilà comment la fin du mois arrive, j'encaisse l'argent avec les camarades. J'ai dit qu'on était 30. Donc imaginez-vous 30 personnes qui payent 10 000, ça nous fait 300 000. Mhm. Je donne les 150 000 au monsieur. Je me retrouve avec 150 000. Il dit, ah, d'accord. Voilà comment le business décolle. Et donc, directement le mois qui a suivi, j'ai ouvert la ligne de Yopougon, j'ai ouvert la ligne de Koumassi et j'ai commencé à voir ça, c'est comme par véhicule, étant élève. Et donc, du coup, il y a eu après des soucis avec l'administration qui ont trouvé que les élèves ne voulaient plus continuer avec les cadres de l'école. C'est Ils ça. venaient chez moi, donc ça crée vraiment beaucoup de choses. Mais il faut dire que c'est de là qu'est parti vraiment l'amour de l'entrepreneuriat parce que j'ai compris que lorsqu'on essaie d'apporter une solution à un problème, ça se transforme en rentabilité pour nous. Mhm. Et donc, c'est comme ça a commencé. Et après, je suis retrouvé à Sassandra parce que il y a eu beaucoup de difficultés, comme je l'ai dit tantôt à Abidjan. Donc, je me suis retrouvé à Sassandra pour reprendre la terminale. Et après, étant là-bas, on a continué toujours. Parce que je me rappelle que quand je suis arrivé à Sassandra, le premier business que j'ai lancé, c'était un journal régional pour la ville de Sassandra qu'on appelait Bois-Clair Matin. C'était une presse, en tant qu'élève, je mène une presse écrite sur pied où on donne les informations de la région, les accidents, les moments joyeux, les moments, en tout cas, tout ce qui était comme information, on mettait dans les journaux et on vendait à 500 francs. Et ça commençait à bouger. Et donc, c'est tout ça, au fait, c'est comme ça qu'a commencé les premiers pas en entrepreneuriat au niveau de Sassandra. Et donc, là-bas, il faut dire que
comme tout à l'heure, tu l'as dit, je suis quelqu'un de nature. J'aime apporter, au fait, j'aime servir. J'aime servir à quelque chose. Je veux pas être comme les autres. Je veux vraiment être différent. Ouais, je veux vraiment être différent. Je me suis fixé un objectif. C'est que vraiment, 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 quand jusqu'à ce que j'ai 30 ans, il doit vraiment être à un niveau où ma fortune, là, vraiment, elle est vraiment inestimable, au fait. Et donc, c'est une source de motivation pour moi parce que je me dis que je dois toujours foncer. Tant que j'ai la possibilité de travailler, je fonce. Et donc, ça, c'est comme ça, c'est parti. Après, j'ai créé encore une autre entreprise, SAS Food, qui fait la livraison des repas à domicile au niveau de Sassandra. On a installé ça sur San Pedro. On a développé tout et tout. Jusqu'à ce qu'en 2021, comme je l'ai dit, j'ai produit mes premières briquettes de charbon écologique. L'idée de vouloir produire du charbon à partir des déchets est partie du fait qu'à l'intérieur, on a, par exemple, la zone où je suis à la base, à Sassandra, on a le coco qui est là. Il y a plusieurs entreprises qui font le copa. Et donc, vous allez remarquer que quand vous partez sur les plages, les déchets de coco salissent au fait les plages. Ouais. Donc, bon, je vois à chaque fois, je passe, je vois qu'il y a les saletés un peu partout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire au fait ces déchets-là? Donc, je vais commencer à faire mes recherches. C'est là que je vois qu'il y a la possibilité de produire quelque chose avec ces déchets. Et donc, je produis ma première briquette. Je suis joyeux. Je pousse, 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 pousse. Mais après, il y a eu une négligence, j'ai laissé tomber. Et en 2022, j'ai commencé d'autres business. J'avais carrément même laissé comment on appelle la question du charbon. J'avais carrément laissé. Jusqu'en 2023, j'étais sur d'autres projets vraiment. J'étais sur d'autres activités, tout et tout et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment reçu un coup dur de août 2023, voilà, jusqu'à 2024. Parce que je bossais avec vraiment des partenaires qui étaient hors du pays, qui vraiment me finançaient sur beaucoup de choses, en fait. Ok. Sur beaucoup de choses. Alors, il y a eu certaines choses qui sont passées, des questions de gérance, des trahisons aussi, parce que j'ai un ami qui est passé derrière moi pour gâter entre moi et puis mes partenaires. Ça m'a créé des problèmes de 25 millions. En fait, il y avait beaucoup de choses. Et donc, quand j'ai vraiment affronté ça, je me retrouvais pas, au fait. Je me retrouvais pas pendant au moins 2, 3, 4 mois. C'était vraiment difficile parce que, tu vois, quand tu commences à être à un niveau, et puis un coup, en moins d'une semaine, tout tombe, tu vends ta voiture, tu vends tes motos, tu vois, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe, au fait? Ouais. Donc, j'étais vraiment touché. C'est là qu'ils ont lancé la compétition de CGC Academy, la Business Plan Competition. Et quand j'ai vu, j'ai dit, bon, je vais m'inscrire. Parce que la seule chose que moi, je sais faire lorsque je suis triste, c'est d'entreprendre. Au fait, c'est quand je travaille que j'arrive à oublier tout ce qui est douleur et autres, au fait. Quand je suis assis, je réfléchis trop. Donc, j'ai dit, bon, si je me lance dedans, je vais voir ce que ça va donner. Donc, je vois les différents secteurs et j'ai dit, bon, moi, je vais dans l'énergie et le développement durable, puisque j'ai un projet que j'avais déjà réussi à faire, même si j'ai laissé le projet dans le tiroir. Mais je vais avec le projet. Si ça colle up, je vais voir ce que ça va donner. Donc, voilà comment je vais à la compétition. On était près de 1000 candidatures. Il y avait près de 1000 candidatures. On a été retenus. Il y a eu plusieurs étapes jusqu'à ce qu'on arrive en finale. Et on a été finalement dans le top 3. Seulement les premiers ont reçu, comme on appelle le chèque. Mais à la base, moi, pour moi, c'était pas l'argent d'abord qui m'intéressait. Ok. Parce que ça m'a permis de voir que si j'ai réussi à arriver à ce niveau, pendant que j'étais même pas concentré, j'étais dans mes moments vraiment de tristesse, j'arrive à être en finale. Le jour où on nous a vraiment décoré, honoré à l'Hôtel d'Ivoire, sur vraiment les sables, vraiment, j'étais vraiment, vraiment ému parce que ça m'a redonné confiance. Ça m'a redonné confiance. J'ai dit, mais attends, j'ai pas besoin forcément d'avoir des partenaires ailleurs pour me développer. Et donc, je peux me retrouver, je peux me relever. Et ce projet-là, si c'est ce projet-là qui m'a permis d'arriver à là, je continue avec le projet. Donc, voilà comment en 2024, lorsque j'ai fini dans le top 3 des jeunes entrepreneurs 2024, catégorie énergie et développement durable, je relance mon business. Je recommence ma production. Je commence à commercialiser un peu, un peu. J'approche les commerçantes et autres et j'ai commencé à développer. Après, on a été retenu dans d'autres programmes. Orange Connect avec les Pays-Bas, DigiGreen avec l'Union européenne et l'Allemagne. En tout cas, chose bizarre, tous les programmes auxquels j'ai postulé dans ce cas de temps-là, j'ai été retenu partout. J'ai été retenu partout. Moi-même, ça commençait à me surcharger parce que tu as venu faire une compétition ici. Demain, il y a un autre truc. Pour moi, c'était beaucoup. Mm. C'était beaucoup. Mais en même temps, ça m'a plu. Parce que ça m'a redonné la force de me remettre au travail. Et donc, c'était un peu la partie, voilà, les quelques difficultés. Et après, les différents programmes, les différents autres tests qu'on a eu à faire, on a augmenté nos capacités de production. Aujourd'hui, on a la tête de Coco Bio, qui est vraiment une entreprise, même pas seulement ivoirienne, parce que la petite information, c'est qu'aujourd'hui, Coco Bio installe bientôt son unité de production en Guinée. Parce que je viens de la Guinée, ça fait même pas 2 semaines où j'étais allé pour une mission dans ce cadre-là. Et le gouvernement guinéen a accepté, à partir des partenaires qui sont entrepreneurs aussi dans ce domaine-là, là-bas, qu'on installe des unités de production dans les communes de Guinée.
OK. Voilà, Écoute, donc déjà. c'est déjà super, mais je sens que si je te laisse continuer, tu vas Tu répondre à remplis des toutes mes questions. questions Mais en avant fait, que je c'est n'aie ça, le temps de poser la question. OK. Donc, Mais c'est un peu ça. franchement, je te connaissais, mais Mhm. je savais pas que tu avais eu toutes ces galères et puis que tu avais un parcours entrepreneurial aussi riche. Mhm. Voilà, c'est le bon terme. Aussi riche. Avec tout ce que tu as raconté là, moi, je dénote déjà beaucoup de résilience et puis aussi, il y a quelque chose à saluer, quelque chose d'admirable. Sur quoi faut mettre l'accent. Tu dis que quand toi tu es triste, tu entreprends. Ouais. Tu sais ce que les amis de ton âge font quand ils sont tristes. Je sais, voilà pourquoi il n'y a plus d'amis. Il n'y a pas d'amis. Parce qu'on n'a pas la même mentalité. Ah, ok. J'en venais à ça, en fait. Mhm. J'allais te demander, mais comment tu t'entoures quand tu as cette vision différente de la vie? Parce que aujourd'hui, je connais plein de gens, s'ils sont tristes, on voit qu'on s'entoure pas. Ils vont penser peut-être sortir, faire une, deux, trois virées nocturnes. Mhm. Je vais pas directement, je vais Mhm. pas faire de moyens. Mhm. C'est pas de moi que je parle. Mais je vais pas directement penser entreprendre, tu vois. Mhm. Donc, franchement, on aura le temps de parler de comment tu t'entoures, ton Mhm. réseau, ton cercle amical, Mhm. etc. Mais avant, Mhm. aujourd'hui, tu as la tête de Coco Dompio. Mhm. Et comme tu l'as si joliment dit, Mhm. tu, et ça déjà, tu ne sais pas, tu t'installes déjà à l'extérieur Mhm. de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus pour Mhm. les quelques rares personnes, je suis sûre, qui ne connaissent pas encore Coco Dorbio? Est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que c'est que Coco Dorbio? Mhm. Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Quels sont les tarifs, la plus-value, etc. Merci pour cette bécane. Encore une fois, faut dire que le monde aujourd'hui fait face à des enjeux environnementaux majeurs, tels que la déforestation, Mm. le réchauffement climatique, la gestion des déchets, les maladies respiratoires et tous ces problèmes environnementaux-là nécessitent qu'on trouve des solutions. Et donc, moi, ma vision, c'est de pouvoir placer la Côte d'Ivoire comme un pays qui propose des solutions pour ces différents problèmes environnementaux mondiaux. OK. Voilà, parce que ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, c'est dans tout le monde aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a des COP, des réunions internationales qui se font où il faut prendre des décisions par rapport au changement climatique, ça veut dire que c'est un fléau mondial. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ivoirien, la vision, c'est de pouvoir vraiment apporter une solution à ces problèmes. Au-delà de ça, nous avons un secteur d'activité qui est le pilier de l'économie en Côte d'Ivoire, qui est l'agriculture. Et aujourd'hui, malheureusement, les planteurs vivent dans l'incertitude. Parce que après leurs différentes récoltes, lorsqu'ils finissent de vendre leurs récoltes et autres, ils n'ont plus de sources de revenus supplémentaires. Vous voyez, de là où je viens, on a ce qu'on appelle les campus. Des élèves qui sont dans des petites chambres, souvent à deux, à trois, qui vivent là pour aller à l'école, juste, et à peine même s'ils arrivent vraiment à survivre à leurs besoins. Alors qu'ils viennent tous des villages où les parents sont planteurs. Donc, du coup, on se pose la question, comment le secteur qui rentabilise le plus en Côte d'Ivoire et ceux même qui sont dans le secteur n'arrivent pas à pouvoir prendre soin de leur famille? Et donc, après, on arrive à comprendre que c'est parce ils ne vivent que de la vente de leurs récoltes, au fait. Et donc, aujourd'hui, nous proposons une solution. Et la solution, c'est de permettre aux agriculteurs et au-delà des agriculteurs, même les ménages, d'avoir une source de revenus supplémentaire. C'est-à-dire, en même temps qu'on offre une source de revenus supplémentaire aux ménages, aux agriculteurs, en même temps, on apporte une solution viable aux problèmes environnementaux mondiaux. Et qu'est-ce qu'on fait? En tant qu'informaticien, parce que ça aussi, je l'ai peut-être mentionné, je suis informaticien de formation. Après le bac, c'est ce que j'ai étudié. OK. Et j'ai développé une application mobile qu'on appelle COCDESH, collecte et conversion des déchets de Côte d'Ivoire, COCDESH. Et cette application, c'est une application qui ne nécessite pas de connexion Internet. C'est une application qui est comme une base de données de tout ce qui est manière de tri des ordures. Et on donne la possibilité aujourd'hui aux agriculteurs, aux ménages de vendre leurs déchets au lieu de les jeter dans les rues. Vous voyez comment c'est intéressant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui a préparé à la maison, il a la possibilité, avec notre application, de pouvoir trier ses déchets, de savoir ça c'est plastique humain ici, ça c'est organique humain ici, ça c'est fer humain ici. Et nous, à travers la même application, on a des points de ramassage qui sont au sein de l'application et les populations, les agriculteurs, les ménages, tout le monde peut trouver nos différents points de ramassage à partir de l'application. Donc, nous, on va les croiser à ces points de ramassage, on pèse leurs déchets, on les donne soit en subvention, soit en monnaie, ou bien soit en échange contre des vivres alimentaires et on récupère ces déchets. Et ce sont ces déchets-là aujourd'hui qui deviennent comme une matière première pour nous. Mhm. En dehors des déchets qu'on recycle, on a des déchets supplémentaires qu'on achète avec les ménages. Donc aujourd'hui, en fait, c'est là où on veut en venir, c'est de permettre d'amener les populations
arrêter de jeter les déchets dans les rues. Parce que regardez un peu, c'est une anecdote, regardez un peu ce qu'on appelle les toko-toko. Voilà, les toko-toko, c'est les gens qui passent pour ramasser les chaussures coupées hautes. Si tu remarques bien, tu vas voir qu'à un moment donné, on ne trouve plus ta paire coupée partout. Parce que les gens préfèrent garder, même s'il ne va pas avoir grande chose, mais il va aller échanger ça contre Gobelé, voilà, ou bien à 25, c'est quelque chose, au fait. Donc aujourd'hui, c'est dans cette dynamique que nous sommes. On appelle ça l'économie circulaire. Voilà, c'est pour amener les populations à ne pas jeter les ordures, mais plutôt de les vendre contre de l'argent ou bien des vivres. Et nous, ça nous fait comme une matière première. Et que c'est ça que nous utilisons pour transformer et produire une partie de nos produits. Voilà, nos produits. Donc, voilà un peu ce que Coco Dolio propose. Et ce qu'on propose comme produit, on a les briquettes de charbon écologique, ce qui sont, ça, c'est notre produit phare. Voilà, les briquettes de charbon écologique. Au-delà de ça, on propose la poudre de charbon actif. Vous voyez tous les produits que vous voyez, les pâtes dentifrices à base de charbon, masse noire à base de charbon, tout ça, c'est le charbon actif qu'on utilise. Oui. Et ce charbon actif, c'est ce que nous on produit. Et c'est lorsqu'on quitte de la poudre, qu'on passe au briquet. Dans le processus de production, c'est quand on arrive à la poudre, qu'on passe au briquet. Tu ne peux pas avoir des briquets de charbon écologique sans passer par la poudre. Et donc, c'est cette poudre-là qu'on propose aussi à nos clients. Et cette poudre-là peut être utilisée d'abord comme soin bucco-dentaire pour les dents. Ça peut être utilisé comme soin corporel pour les masses. Et l'un des trucs les plus importants aussi de ce truc, c'est que ça permet de lutter contre les toxines, en fait. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu as un enfant à la maison qui, par inattention, allait prendre peut-être du javel, qu'il a bu sans que tu ne saches, rapidement, avec 2 cuillerées de charbon écologique avec de l'eau, l'enfant boit, ça passe. Ouais. Donc, c'est un produit qui coûte vraiment cher hors du pays. Ailleurs, les gens vendent ça très cher, mais c'est pas encore considéré, vulgarisé en Afrique, voire en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est l'un de nos produits, la poudre de charbon écologique. Donc, on a la poudre de charbon écologique, on a les briquettes de chaux de charbon. On propose aussi un insecticide bio. Insecticide bio, pourquoi? Vous voyez, aujourd'hui, quand on a la maison, si on a les moustiques à la maison, bien les mouches, lorsqu'on va acheter les insecticides à la boutique, là, quand on vient en pompe, on est obligé de sortir de la maison. L'odeur va passer d'abord avant de rentrer parce que c'est toxique. Mais ce que nous, on te propose un insecticide que tu peux pomper, même pendant que tes enfants sont en train de dormir, tu peux pomper même sur eux sans problème parce que c'est fait purement avec des produits bio avec la poudre de charbon actif. Et il repousse au même titre que les insecticides qu'on peut trouver à la boutique. Et encore en plus de ça, lui-même, il repousse même les reptiles. Donc, on appelle ça Insectoco. C'est l'un de nos produits. Donc, pour le moment, nous avons 3 gros produits. Donc, je récapitule. Les briquettes de charbon écologique, la poudre de charbon actif et puis Insectoco qui est un insecticide bio. Voici les 3 grands produits de Coco Bio actuellement. On travaille sur d'autres choses, mais comme c'est pas encore vulgarisé officiel, donc pour le moment, on préfère ne pas trop affirmer, mais juste pour brosser un peu, on arrive aussi à produire de l'électricité, du gaz à partir des déchets que nous recyclons. Bientôt, lorsqu'on sera prêt, vous allez voir ça sur le marché, on va proposer nos services. Donc, voilà un peu. C'est super, c'est super. Je m'attendais pas à ce que ce soit la liste autant longue. Donc, franchement, je m'attendais à on fait du charbon, on fait de la poudre de charbon. Mais là, vous faites un insecticide bio. Oui. Vous travaillez sur un projet de ne pas dire de fabrication, mais oui, une transformation, production de gaz à partir des déchets organiques que vous collectez, tout ça. Donc, c'est déjà très bon que vous ayez une liste aussi longue. Je voulais qu'on parle des coûts, de revient par ménage de ces produits-là. Si moi, maintenant, je veux m'approvisionner l'un de vos produits, combien est-ce que je dois débourser? D'accord. Mais un peu avant ça, on va même déjà parler de la conduite du projet, la production. Au niveau de la production, comment est-ce que vous gérez? Est-ce que vous faites appel à des usines comme des prestataires? Est-ce que vous avez vous-même vos propres usines? Comment est-ce que c'est géré? Combien est-ce qu'il y a d'employés, etc.? D'accord. Actuellement, Coco Bio a seulement une unité de production qui est basée à Sassandra. C'est là-bas que nous faisons toute notre production et on essaie d'avoir d'autres sites de stockage à Abidjan, ailleurs. Mais là, le site de production, c'est à Sassandra. Et donc, c'est là-bas qu'on produit. Et au niveau des productions, il faut dire que Coco Bio actuellement a 6 employés en temps plein. On a 6 employés en temps plein. Ils gèrent les finances, la production, le marketing, tout et tout. Mais au-delà de ça, les jours de production, on a offert appel au fait à des jeunes de la ville qui viennent en prestation. Voilà, ils viennent, ils nous aident à faire la production, ils sont rémunérés. Ça, c'est les jours de production. Et en dehors de ça aussi, au niveau de la commercialisation, on a des jeunes qui prennent nos produits, on les met sur le terrain, ils vont faire la promotion, ils sont rémunérés aussi en fonction des ventes qu'ils font sur le terrain.
Donc, déjà, on a des employés. On va estimer 6 personnes en temps plein et puis environ 20 personnes en temps partiel. Voilà, pour le moment. Mais on envisage, en tout cas, installer 2 unités de production ailleurs. Voilà, ça, c'est en cours. C'est OK. en cours. Maintenant, au niveau des choses, des coûts, au niveau des coûts, la bonne chose au niveau du charbon qu'on produit, c'est qu'il est économique pour les populations, pour les ménages. Pourquoi il est économique? Parce qu'aujourd'hui, la femme qui a l'habitude d'utiliser le charbon classique pour préparer, si il va prendre un exemple simple, elle va peut-être faire la sauce graine. Elle va l'acheter un sachet de charbon. Aujourd'hui, le sachet de charbon classique, maintenant, des fois à 200 francs. Tu fais à 200 francs. Tu vas prendre peut-être 2 sachets, 3 sachets. Tu vas préparer avec, ça va devenir 100. Peut-être tu vas aller compléter. Tu vois, donc déjà, ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, quand on a fait les comparaisons, aujourd'hui, avec 1 kilo de charbon de coco d'or bio qui coûte 500 francs le kilo, lorsqu'on veut comparer avec le charbon classique, il te faut au moins 3 sachets de charbon classique pour atteindre les 1 kilo de coco d'or bio. Alors que les 3 sachets, ça varie en fonction des lieux. Ça peut te faire soit 750, ça peut te faire soit 600. Mais là encore, au niveau même de la durée de condition, ça n'arrive pas à valoir le temps de production parce que le 1 kilo de charbon écologique de coco d'or bio peut brûler environ 2h30 jusqu'à 3 heures de temps avec toi, au fait. Donc, c'est bénéfique pour les consommateurs parce que ça réduit des dépenses. Voilà, ça réduit des dépenses. Et je pense que c'est vraiment l'un aussi de nos principes, qui est vraiment d'alléger la tâche des personnes, surtout en zone rurale, qui nécessitent vraiment beaucoup, qui fournissent vraiment beaucoup d'efforts pour avoir au moins une énergie fiable pour pouvoir cuisiner. Voilà, aujourd'hui, ces charbons classiques-là créent beaucoup de maladies respiratoires, surtout au village. Les femmes utilisent encore le bois, et ça crée beaucoup de maladies respiratoires chez nos mamans. Et donc, c'est une solution vraiment pour aussi les santé qu'on apporte. Non seulement elles dépensent moins, en même temps, ça les aide encore pour leur santé. Et donc, ça, c'est un peu nos tarifs. 1 kilogramme de charbon écologique à 500 francs le kilo. Et au-delà, pour ceux qui prennent en gros, parce qu'on a des grossistes qui prennent pour Yvonne et autres, là, ça arrive, on les laisse à 350 francs le kilo. Ah, d'accord. D'accord, c'est super. Du coup, là, ça me donne envie de parler de la rentabilité aussi. D'accord? Parce que, en général, quand on évalue le prix, Mhm. le prix de son produit, c'est après avoir fait un ratio avec le coût de production C'est ça. pour au final déboucher sur voilà, le bénéfice, bénéfice. la rentabilité, tout ça. C'est ça. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous parler de la rentabilité? Aujourd'hui, Coco d'Or Bio, c'est combien de francs CFA de chiffre d'affaires et combien de pourcentage de rentabilité? Je préfère taire au niveau des choses, des bénéfices. Hmm, Voilà, je préfère taire au niveau des bénéfices parce que ça, ce sont des confidentialités de travail. ok. Voilà, mais néanmoins, ce que je peux dire, c'est que euh, au niveau du chiffre d'affaires, aujourd'hui, Coco Bio arrive à faire un chiffre d'affaires de pratiquement 1 million par mois. Et donc, pour un chiffre d'affaires de pratiquement 1 million par mois, disons-nous que on a pratiquement 300 000 francs à 400 000 francs comme investissement. Voilà, et ça prend en compte sur la matière première, le déplacement et tout ce qui va avec. Le Et personnel, voilà, etc. tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Et du coup, c'est dans le chiffre d'affaires en moyenne 1 million qu'on essaie de répartir un peu les salaires, tout et tout. Et puis bon, on garde la marge bénéficiaire pour nous. Ok. Du coup, c'est quoi la vision dans 5 à 10 ans? Comment tu vois Coco d'Or Bio en termes d'implantation sur le territoire ivoirien, africain et puis en termes de rentabilité aussi? Faut dire que notre projection, la projection qu'on se fait, la vision d'abord, c'est de faire de Cocoton Bio la première entreprise africaine, qui est la première exportatrice de charbon écologique dans le monde. Ça, c'est la vision qu'on a. C'est la vision qu'on a. Et voilà pourquoi on n'a pas, on ne dit pas que non, comme on fixe peut-être 2 ans, 3 ans avant de s'exporter. Donc aujourd'hui, on va vraiment seulement se concentrer sur Abidjan. Non. En même temps qu'on fait le travail en Côte d'Ivoire pour être représentatif un peu partout, au même moment, on essaie d'avoir aussi des partenariats hors du pays. Aujourd'hui, on a déjà 2 partenariats importants en Guinée et au Maroc. En Guinée et au Maroc, on a déjà 2 partenariats. Il y a le premier stock de Casablanca qui va partir la semaine prochaine. Et donc déjà, ça nous permet de commencer déjà à s'exporter. Hmm. Voilà. Et donc la vision, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir être le premier exportateur de charbon écologique dans le monde. Et c'est possible parce que la matière première, elle ne manque pas.
On a ça toujours dans nos maisons, dans nos plantations, partout. Les cabosses de cacao aujourd'hui, les planteurs, quand ils finissent, ils jettent ou bien ils brûlent. Ces cabosses-là, nous, on récupère, on fait ça, on produit du charbon. Et les coques d'anacarde, il y a tellement de choses, tout ce qui est déchets organiques, il y a tellement de choses. Donc, la matière première ne manque pas. Et donc, c'est la projection qu'on se fait. Maintenant, en matière de chiffres, de matière de chiffres, faut dire que ma vision, c'est de pouvoir vraiment atteindre au moins les 500 millions, et atteindre les 500 millions par an comme chiffre d'affaires d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, de pouvoir atteindre les choses, les 500 millions comme chiffre d'affaires. Mais c'est possible. C'est Et possible. 500 millions, c'est quoi? C'est annuel? C'est Oui, annuel. annuel, c'est possible. C'est possible parce qu'on y travaille. D'ici 2 ans, comme tu l'as mentionné là, tu vois déjà Coco d'Or Bio en dehors de la Côte d'Ivoire, oui, parce Oui, qu'on a parlé de la Guinée et oui, le de la Guinée Maroc, du Maroc. mais en dehors de ces trois pays. Oui. On se voit plus loin même. On se voit plus loin parce qu'on a des voyages d'immersion qui se préparent. On peut voir aller en Hollande, aux Pays-Bas, pour étudier un peu le terrain et aussi en France. Et c'est des voyages qui se préparent. On est en train d'essayer de, parce qu'il faut qu'on parte pour voir un peu, étudier le marché. Parce que c'est nécessaire pour un entrepreneur de faire l'étude de marché. Ouais. Étudier le marché, voir les tarifs là-bas, combien les gens font, quels sont les coûts si on veut former, exporter là-bas. En tout cas, étudier tout ça. Et après, maintenant, installer vraiment nos bases aussi dans d'autres pays. Parce que tu peux pas viser le monde et puis vouloir te rester carré seulement en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Ouais, effectivement. Voilà. C'est mieux de chercher déjà à avoir des partenaires, que ce soit européens, asiatiques, partout. Et au fur et à mesure, si au moins un pays, deux pays d'Europe sont touchés, dès par là, tu peux étendre. Déjà, en Afrique, déjà, dans la sous-région, ça commence déjà bien. Déjà qu'en Guinée, déjà, c'est déjà parti. On va aller, comment on appelle, en Maghreb, parce que c'est le Maroc. Si ça bouge là-bas, déjà, comme il y a une autre chose encore, c'est que on vient même d'avoir un contrat avec un Mauritanien qui vient de commander 20 000 kilos de charbon écologique pour la Mauritanie. Donc, qu'est-ce qui prouve que si on a fini de lui fournir ça, on peut négocier aussi avec lui pour nous-mêmes s'installer là-bas et faire aussi une production là-bas. Donc, c'est un peu comme ça que ça part, au fait. C'est un peu comme ça que ça part. Mais disons-nous que euh, tout ça part, tout ça part de l'effort que nous fournissons à tous les niveaux de notre business. Vous voyez, parce que en Guinée, par exemple, c'est pas moi qui suis allé chercher le partenariat en Guinée. En Guinée, le partenariat est venu vers moi. Le partenariat est venu vers moi à cause de la communication, la forte communication que je fais sur mon activité. Oui, c'est venu vers moi. En fait, vous voyez, il y a des choses, en tant qu'entrepreneur qui a un parcours, il y a des choses qui marquent, tu vois. Lorsque des entrepreneurs reconnus, comment dire ça, des autorités reconnues dans un État te déplacent, payent ton billet d'avion, aller-retour, prennent tout en charge pour un séjour de 1 mois, juste pour ton projet, c'est que tu as atteint un niveau où vraiment ta connaissance est nécessaire quelque part. Du coup, on est en train de faire le tour avec ton projet. Moi, plus je t'écoute, plus ça me plaît, ça me convainc en fait. Comme si j'avais été un investisseur ou quoi que ce soit, je serais tellement convaincue que c'est les yeux fermés que j'allais financer et tout ça. J'ai envie de te demander si dans la conduite de ton projet, tu as rencontré des difficultés majeures. Est-ce que tu as de petites anecdotes de cas de difficultés intenses, échecs, etc. Dans le cas de Coco Bio, la difficulté, elle demeure. La difficulté demeure et parce que c'est une grande industrie, hein, la production de charbon écologique. Donc, la difficulté, je vais pas dire qu'on a eu, mais on l'a toujours. Parce que tant que tu as de grandes, tu as de grandes commandes, tu as toujours besoin de matériaux encore plus consistants pour C'est ça. produire. Tu vois, aujourd'hui, nous, on est en train de quitter de l'étape artisanale à l'étape semi-industrielle. Parce que de 2024, on a réellement commencé le business jusqu'à quelques mois passés. On était toujours de manière artisanale. C'est-à-dire qu'on produit à main, avec la main. Tout ce processus va être cité là. On produit avec la main. Imagine-toi que là où on doit broyer les déchets calcinés pour avoir la poudre, et nous, on n'a pas de broyeuse. On paye des mortiers, on dépose et puis on pile les déchets pour avoir la poudre. On va tamiser, rétamiser avant d'avoir la bonne poudre pour continuer le processus. Donc, c'est de l'effort qui a été fourni jusqu'à présent. Et donc, Dieu merci, grâce aux différents programmes vraiment dans lesquels nous sommes, avec Digi Green, Orange Connect, ces programmes nous permettent vraiment d'avoir des fonds d'accompagnement qui nous permettent aujourd'hui, au fur et à mesure, d'avoir nos équipements pour augmenter notre capacité de production. Mais sinon, à chaque fois que tu arrives à une étape, il y a des matériaux que tu dois changer pour aller encore plus de l'avant.
Donc, c'est un peu ça comme difficulté. Sinon, au-delà de ça, le projet se passe bien. Et la petite difficulté peut-être qu'il y avait, c'était la compréhension du projet. Parce que quand tu viens d'un village ou bien à l'intérieur quelque part, tu dis aux gens, ah, laissez votre charbon classique là, utilisez le charbon écologique. Tu dois à chaque fois faire des formations. Bon, imagine, toi, tu as une entreprise qui n'est pas encore totalement assise et tu dois à chaque fois faire des séances de formation pour des gens, pour leur faire comprendre ton projet. Les séances de formation, là, c'est des choses qui sont payantes. Parce qu'il y a le transport, tu vas partir vers eux. Tu vois, il y a tellement de choses, la logistique qui va avec. Mais vraiment, on a vraiment fait l'effort qu'il fallait pour à chaque fois qu'il y a un blocage, on essaie de surmonter les blocages. Et bon, jusqu'à là, ça va. Jusqu'à là, ça va. D'accord. Est-ce que tu as comment on va dire ça? Que pense ton entourage, ta famille, tes amis Mhm. de ton projet? Pas maintenant, mais Mhm. depuis la base. Puis la base. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils se Mhm. sont pas dit, ah, mais tu peux mieux faire, non, laisse tomber, va à l'école. Bon, bon, on va dire d'abord famille. Nous, de la famille, là, on connaît nos parents, là. Nos parents, c'est plus les études d'abord. C'est plus les études d'abord. Parce que moi, je suis aîné d'une famille. J'ai deux petites sœurs, j'ai un dernier petit frère. Ma petite sœur qui me suit en master de droit. La dernière petite sœur en termes en licence 3 de médecine, psychiatrie. Donc, euh, tu vois que, en fait, c'est une famille à la base. Les études, on n'a pas joué avec, en Ouais, fait. Depuis mon bas âge, j'étais vraiment un élève très concentré sur les études. Ouais, quand j'ai parti au lycée classique d'Abidjan, j'ai pas fait la seconde là-bas. J'étais dans une école et à cause du fait que je sois vraiment major, j'ai réussi à faire un transfert pour aller au lycée classique d'Abidjan pour faire la première. Donc, c'est parce que j'ai toujours eu le niveau. Donc, du coup, à un moment donné, quand j'ai commencé à me mettre dans l'affaire de business et autres, les parents disent, ah, donc toi, tu as fait l'école là, tu veux laisser ça comme ça, ce projet tu veux faire, voilà, l'école, tu as passé le concours, tout et tout. C'est vraiment, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que, mais moi, j'ai dit toujours, et puis bon, ça fera peut-être pas des conseils. Quand tu as une vision, c'est vrai, on a des parents. Les parents sont nos dieux sur terre. Et eux, leur mission, vraiment, c'est de faire de telle sorte que nous arrivons à réussir. Mais une chose qu'on doit retenir, c'est que c'est pas forcément ce que le parent veut qui va faire de toi, qui va te permettre d'atteindre l'objectif que toi tu vises. Le parent, lui, voit ce qu'elle est là tout près. Tu vois, le parent, lui, veut qu'il en attende que son enfant travaille. Attends, toi, tu veux pas travailler comme les autres. Moi, je suis pas, moi, je me dis au fond de moi, je suis pas n'importe qui. Parce que moi, aujourd'hui, moi, j'ai passé un concours. Je ne dis pas que c'est mauvais. Chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Mais moi, personnellement, je dis, moi, je vais passer un concours pour avoir un salaire de 300 000 francs. C'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. Parce que je connais ma capacité de réflexion, je connais mon engagement. Moi, je vais être un business où je peux toucher des millions par mois. C'est ce que je veux, au fait. Et du coup, il me dit que les parents peuvent ne pas être d'accord au départ, mais quand tu vas commencer à rentabiliser, ils vont être d'accord avec toi. Et forcément. aujourd'hui, c'est le résultat, hein. C'est clair. Aujourd'hui, je t'ai dit qu'aujourd'hui, c'est mes parents qui me donnent des idées pour que mon business même puisse s'étendre. Tu vois, mais au départ, c'était pas vraiment facile. Parce que on s'est dit, mais tu fais quoi au juste? Parce qu'en fait, tu vois, quand le business commence, quand ton projet commence, tu commences ton entreprise, personne ne peut comprendre où tu vas. Exactement. Tout le monde s'est dit, mais il fait quoi même? Moi, souvent, les parents m'ont trop insulté. Quand tu as maintenant, tu es partout, tu as ta formation, mais on ne voit jamais l'un des formations. Tu as les programmes ici, on ne voit jamais l'argent. Il dit, moi, il sait où je vais. J'encaisse au fait. J'ai beaucoup encaissé, que ce soit les préjugés, les paroles, tout et tout. On m'a tout dit. Mais je suis quelqu'un aussi à la base, je suis têtu. Moi, ça, c'est peut-être mon petit défaut. C'est que moi, je fais quelque chose. Tant que je n'ai pas fait ce que je veux, là, mon cœur ne va pas rester tranquille. Du coup, il me dit, si elle t'a fait poteau, OK. Mais je me donne les moyens aussi pour ne pas avoir honte d'aimer. Et voilà. Donc, du point de vue familial, faut dire que c'est ça. C'est comme plusieurs familles. Les parents veulent vraiment qu'on suive seulement les études. Et moi, j'ai dit un jour à mon père que Dieu merci que mes petites sœurs continuent. Ma petite sœur est en master de droit. Et là, elle dit, moi, je peux donner conseil à mes petites sœurs. Elles sont arrivées à un niveau où elles doivent terminer. Mais moi, là, j'ai déjà pris ma voix. Et ma voix, là, ça, vous allez voir l'importance de ça demain. Voilà. Et donc, c'est un peu ça au niveau des parents. Mais au-delà des parents, au niveau de l'entourage, c'est là-bas il y a souvent, ça fait un peu rire. Parce que moi, les connaissances que j'ai, surtout de ma promotion, m'ont toujours vu comme quelqu'un, je sais pas, qui est, qui est fou, en fait. Parce que je suis quelqu'un, quand je marche, moi, ma tête, c'est projet. En fait, en train de marcher comme ça, je peux voir quelque chose là, et puis ça attire mon attention, ça me donne l'envie de créer quelque chose, au fait. Donc, du coup, ça fait que je n'ai pas vraiment profité de ma jeunesse dans l'amusement, dans ce sens-là, au fait, comme les autres. Du coup, ça fait que l'entourage, il s'est dit, mais lui, il pense quoi même? Lui, il se joue les grands.
Voilà. Parce que même surtout au niveau de l'âge, il y a des personnes peut-être à partir de ce podcast-là qui ont dit, mais lui, elle allait mentir là-bas. Ouais, Parce que mon âge ne me fait pas ma personne. effectivement. Voilà, les gens me disent que non, c'est pas possible. Quand je donne mon vrai âge, mon âge, c'est pas possible. Parce que, au fait, c'est pour eux, c'est rare d'avoir un jeune de cet âge qui a cette vision. Donc, ça fait que j'ai été toujours vu bizarrement par mon entourage. Moi, je ne vis pas pour mon entourage. Moi, je veux impacter, je ne veux pas qu'on m'impacte. Et donc, c'est un peu ça. Donc, sinon, au niveau de l'entourage, il y a eu des préjugés. Mais par contre aussi, ça aussi, faut l'admettre. Il y a quand même des grandes personnes qui ne sont pas peut-être tes parents, mais qui ont suivi un peu le parcours et qui croyaient en nous. Ça aussi, il faut le souligner. Parce qu'il y a des personnes, quand ils te voient, ils sentent que tu vas évoluer au fait de ton business. Ils ne sont pas forcément tes parents, mais en tout cas, ils t'encouragent. Et ils savent que tu vas atteindre certains objectifs, au fait. Et donc, il y a aussi ça dans l'entourage. En tout cas, jusqu'à présent, ça continue. Chacun dit pour lui. Mais bon, en même temps, on a atteint un certain niveau. On doit accepter les critiques, que ce soit positif, que ce soit négatif. On accepte tout et puis on continue d'avancer, quoi. Tu as parlé du fait que tu sois aîné de famille, ça m'a fait sourire parce que Mhm. j'ai reçu pas mal d'invités et à chaque fois, ce sont les aînés. Du coup, je te pose la question que je leur ai posée presque à eux tous. Mhm. C'est est-ce que vous pensez que il y a une certaine pression autour du titre, de la position Mhm. d'aîné de D'aîné. famille qui justement vous incite ou bien vous Mhm. pousse, soit consciemment, soit Mhm. inconsciemment, à vouloir absolument réussir? Mhm. Genre, vraiment, il faut que je lance un projet, il faut que je fasse ci. Parce que je Généralement, suis c'est l'aîné. dans l'entrepreneuriat, mais Mhm. vraiment, il faut que je fasse ci, je fasse ça parce que je suis l'aîné Mhm. pour que ça réussisse Mhm. et que, voilà, quoi, je puisse légitimement me responsabiliser de mes Mhm. frères et sœurs, mes parents, etc. Bon, ouais, il y a une pression. Il y a une pression. Il faut dire que la position elle-même d'aîné, c'est un engagement. Parce que ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de la conscience de tout un chacun. Parce qu'il y a des gens qui sont aînés, mais qui ne savent même pas qu'ils sont aînés. Voilà. Par contre, quand tu es aîné, que tu es conscient, tu sais que tu dois être un modèle pour tes frères et ceux qui sont derrière toi. Un modèle, c'est pas forcément dans eux leur domaine, mais tu dois être un modèle, au fait. Ça, tu dois, au fait, être la fierté de ta famille. Parce que toi, l'aîné, là, c'est toi, tu as l'image, au fait, de la famille au dehors. Les parents, ils ont fait pour eux. Maintenant, quand tu sors, là, au fait, moi, je dis toujours, c'est vrai, je veux rentabiliser, je veux avoir beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais au-delà de l'argent, ce que je veux atteindre vraiment, c'est de ne pas quitter cette terre sans avoir laissé un nom qui va rester de génération en génération, en fait. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on va dire qui a été le premier à créer une ampoule, par exemple, il y a un nom qui va être cité. Quand on va dire qui était le premier à faire tant, il y a un nom qui va être cité. Du coup, même si la personne n'est plus, de génération en génération, ce nom-là, ça reste collé sur sa famille. Et c'est ce que je veux. Je veux être une fierté, non seulement pour ma famille, mais pour mon pays. Au fait, je veux atteindre un objectif où, c'est que je serai comme une référence, au fait. Du coup, si j'ai cet engagement en tant qu'aîné, de pouvoir porter haut mon nom de famille. Et du coup, je n'ai pas droit à faire certaines erreurs. Mmh. Je n'ai pas droit à faire certaines erreurs. On peut se tromper, on reste des humains, et puis toute chose est à la volonté de Dieu. Mais néanmoins, déjà, d'abord, de toi-même, ta propre conscience doit te faire comprendre que tu dois te battre pour avoir gardé une image. Parce que ceux qui sont derrière toi, là, si toi, tu n'es pas motivé, si tu avances pas, ils vont faire comme toi. Et du coup, plus on voit que tu travailles, ça donne la motivation à tes frères et ceux qui sont derrière de suivre, pas forcément la même voie que toi, mais de redoubler d'efforts pour aussi atteindre leur objectif. Mais la pression que tu te mets là, tu penses pas que ça peut justement avoir aussi un impact mauvais sur toi? Parce que moi, je trouve que c'est une Mhm, grosse pression quand même, hein. Toi, par exemple, au mhm, départ, tu disais déjà que tu t'es donné pour objectif mhm, à 30 ans mhm, d'avoir beaucoup d'argent. mhm, T'as dit vraiment, tu es financièrement mhm. calé. Si à 30 ans, t'as pas atteint cet objectif-là, tu penses pas que tu vas déprimer? Non, non, mais moi, j'arrivais à là pour dire que, à la base, l'entrepreneuriat, tu ne viens pas entreprendre parce que tu as une pression, je suis désolé. Tu ne viens pas entreprendre, mais tu ne viens pas chercher l'argent parce que tu as une pression. Comme je l'ai dit, la pression qui est là, c'est la pression d'avoir une bonne image. La pression qui est là, c'est la pression d'être un modèle. La pression qui est là, c'est pas la pression financière. Parce que ça arrive qu'il y a des familles où ceux même que les cadets ont plus d'argent que les nés. Ouais. Voilà. Et donc, moi, ma pression, là, en tout cas, mais moi, ma pression, c'est pas la pression d'avoir forcément l'argent. Donc, quand je fixe un objectif pour dire qu'à 30 ans, à 35 ans, je vais être riche, c'est pas à cause de la famille. C'est une ambition personnelle. Au fait, on dit qu'il faut viser la lune pour atterrir au moins sur les étoiles. C'est une projection que je me fais à moi-même. Et vu que j'ai cette projection, au fur et à mesure que les années passent, je me dis que je n'ai pas le temps. Je dois courir, je dois foncer, ça me fait ça. C'est comme une motivation pour moi. Parce que je ne veux pas que ça arrive sans que je n'ai atteint cet objectif. Mais ça peut arriver que je n'ai peut-être pas atteint. Mmh. Mais en tout cas, je ne serai pas loin.
de cet objectif-là aussi. Et tu seras satisfait? Je suis satisfait parce que, en fait, c'est comme je l'ai dit, le truc que tu te vises là, c'est pas, tu t'imposes pas. Tu vois un peu. Genre, tu te dis pas que non, si elle n'a pas fait ça, c'est que j'ai échoué. Non. Mais tu te projettes pour te donner la force toi-même d'aller vers ça. Du coup, là où tu vas arriver, si tu n'as pas atteint ça, si tu dis par exemple que moi je veux atteindre 1 milliard à 35 ans, en 2035, OK, et que à 35 ans, tu as peut-être 700 millions en compte, mais tu n'es pas loin de ton objectif, c'est satisfaisant. Donc, c'est un peu ça, juste pour récapituler, pour dire que la pression qu'on a en tant qu'aîné, pour moi, c'est pas la pression au niveau des finances, mais c'est plutôt la pression au niveau de l'image. Au niveau de l'image, au niveau du modèle que des personnes que tu es. Parce que ceux qui sont derrière toi, tu regardes. C'est surtout ça. Au niveau des finances, ça reste ton objectif personnel. Voilà. Aujourd'hui, quelle relation est-ce que tu as avec tes sœurs là? Est-ce que vous parlez de ces choses, de tout ce que tu viens de Mhm, nous raconter? Est-ce que vous vous êtes déjà assis pour en parler? Tu leur as déjà donné ta vision mhm, de la vie comme tu viens de faire avec moi? Et puis, mhm. qu'est-ce qu'elles en pensent? Euh, Déjà, faut- est-ce que c'est quoi? C'est 3 filles? deux filles et puis un dernier garçon. Un dernier garçon. Mm. Euh, faut dire qu'avec les sœurs, c'est la même chose comme la famille, hein. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est tellement complexe. Quand tu es dans quelque chose là, la personne n'est pas derrière toi, là. Il sait pas ce que tu fais au juste. Il sait pas où tu vas même. C'est que quand tu fais tes trucs, hein, ils sont là, ils te disent, il faut faire seulement. Mais souvent, même, ils n'ont même pas envie d'entendre même que tu leur expliques même ton projet même. Ouais. Seulement qu'il faut avoir l'argent, tu as envie de leur donner, tu vois, c'est tout. Tu vois, donc avec mes petits soeurs, on cause beaucoup, et les motive beaucoup. Et en tout cas, lorsqu'il y a eu des échecs, ça a vraiment joué, sur moi parce que j'ai été, en tout cas, si je peux le dire, mal vu. Parce que ils ont trouvé que j'ai manqué de vigilance, tout et tout et tout. Et puis bon, ça a arrivé, tout et tout. Donc ça fait que c'était difficile. Mais euh, au fur et à mesure, quand j'ai réussi à me retrouver, à réussir à me relever avec mon projet, je sens en fait une certaine fierté de la part des choses de mes sœurs. Parce que tu vois, tu as tes sœurs à chaque fois, lorsque des journalistes publient sur toi, lorsque des pages publient sur toi, elles relaient, elles capturent, elles mettent en statut. Ça montre qu'elles sont fières de leurs frères au fait. Donc déjà, tu vois qu'il y a une certaine fierté qui est là. Donc c'est un peu ça actuellement. Donc on se parle, je les motive, je leur dis croyez et concentrez-vous sur vos études, ce que vous faites là, faites ça bien. Parce que l'objectif que je vise, qui est d'être riche là, quand je vais avoir ça là, il va vous aider encore plus dans vos études, dans vos formations. Donc on se parle et puis vraiment je leur fais un big up parce qu'elles me soutiennent aussi pour pouvoir prier. Ah, je suis contente de l'apprendre. J'ai posé la question parce que je me dis que c'est important quand on vit ce que tu vis, on a les projets, les rêves que tu as, Mm. de transmettre dès Mhm, maintenant à, tu vois. mhm, Faudrait pas qu'elles attendent, bon, faudrait pas que tu attendes mhm, que on soit vraiment dans les meilleurs jours du mhm, projet, on te connaît partout, le mhm, projet est grand, etc. mhm. Pour commencer à transmettre. Sinon, tu risques de ne transmettre que le haut. C'est ça. Elles feront pas la Les réalité, difficultés qui sont les dedans, tout difficultés et tout. derrière. C'est ça. Donc, c'est important de transmettre dès maintenant. Toi, tu as des sœurs qui sont relativement âgées, hein, c'est des Mhm, adultes, mhm, une qui est en master, une qui est en licence. Ce sont des gens qui vont comprendre dès mhm, maintenant. Donc, c'est préférable de dès maintenant transmettre. Donc, si elles comprennent déjà mhm. qu'elles relaient, qu'elles manifestent de la fierté et tout ça, Bah, bah, t'es le plus chanceux. ouais, T'es le elles plus viennent même chanceux. prendre des conseils en entrepreneuriat avec moi parce que, comment on appelle, elles ont un petit business, c'est pas des entreprises, mais elles font des petites activités. Elles viennent, faut nous aider en marketing, il veut que tu mets la fête de publicité. Bon, déjà, C'est ça super. montre que elles essaient de copier un peu de ce que je sais faire au fait. C'est super. Franchement, c'est très beau. J'ai rien d'autre à rajouter sur ça. C'est très, très beau. C'est aussi beau Mhm, que l'échange en lui-même, que tout ce qu'on a déjà dit sur ton mhm. projet, que ton parcours. Moi, je ne peux que te souhaiter d'aller de succès en succès. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est C'est sûr. clair. C'est sûr que tu connaîtras des difficultés, mais dans ce genre de cas, ce qu'on peut te souhaiter, Mhm, c'est que les problèmes viennent avec leurs solutions, c'est clair. que les pierres s'alignent quand toi tu dois traverser peut-être un fleuve. Et franchement, c'est ce que je te souhaite de plus parce que Merci. ta vision est magnifique, ton parcours est magnifique. L'entourage ne peut pas être parfait, mais tu as déjà un Mhm, bel entourage. mhm. T'es bien entouré. Les parents, ils nous motivent à leur manière. C'est Les clair. parents africains vont C'est jamais te clair. dire, T'es dit. je suis fière de toi. Moi, C'est j'ai ça. jamais entendu ça. J'exagère un peu. Dernièrement, je l'entends pas mal, mais je dis, c'est un exploit. Mhm, Si tu mhm. entends ce truc-là, c'est que vraiment, C'est moi tu ce as que fait, tu as fait. tu as fait quelque chose. Mhm, Donc, si tu as déjà de ton entourage qui, à sa manière, t'accompagne dedans, tu as déjà tout. mhm, Tu as ta vision, tu as ton entourage, franchement, tu as déjà tout. Et on pourrait continuer à parler comme ça pendant longtemps, mais je mhm. pense pas qu'on ait le temps de faire ça. Mhm. Voilà, au niveau de la production et puis au niveau des personnes qui vont visualiser aussi C'est ça. l'épisode. Alors, je veux déjà qu'on parte sur
les conseils que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans tout ton parcours entrepreneurial et dans Mhm. la gestion de ton projet Coco d'Or Bio. Mhm. Bon, les conseils que j'aurais aimé connaître, savoir avant de me lancer en entrepreneuriat, c'était c'est comme des connaissances. Voilà, c'est pas peut-être des trucs de vie ou de vie, tout, mais c'était peut-être des formations que j'aurais peut-être voulu avoir avant de me lancer, telles que l'étude de marché et autres. Parce que, comme je l'ai dit, si j'ai eu à chuter ma première fois, vraiment, parce que, en fait, je dis chuter ma première fois parce que dans tout mon parcours, c'était mon plus gros choc, août 2023. Août 2023, c'était mon plus gros choc. Parce que j'étais déjà millionnaire. J'avais déjà une vie vraiment tranquille. Une voiture, des motos, tout et tout, ma maison. Et en une semaine, c'est-à-dire que, en une semaine, tout est descendu jusqu'à retourner en famille. Et donc, c'était vraiment une grande chute, au fait, pour moi. Et du coup, ce qui a manqué, ce qui a causé cette chute, c'est vrai qu'il y a eu peut-être d'autres choses telles que les trahisons et autres, mais c'est dans toutes choses, mets-toi d'abord toi-même aussi en question, en fait. Voilà. Et donc, ce que j'ai retenu comme erreur de ma part, c'était la négligence. D'abord, la négligence. Et puis, ne pas euh, savoir faire la part des choses. Il y avait ça aussi. Parce que j'étais tellement quelqu'un de social que ça arrivait que je prenais l'argent même qui était destiné à des business pour aider les gens, au fait. Tu vois, il y a tout ça qui a joué sur mon truc, en fait. C'est-à-dire que je prenais, ça me prend comme ça, je vais dans un supermarché, je fais des achats, et puis je rentre dans les familles, je partage. Au fait, si je n'ai pas su gérer, au fait, l'argent. Je n'ai pas su gérer l'argent. Ça fait que j'ai touché là où je ne devais pas toucher. Voilà, pas forcément en mal. Et je pense que c'était en mal. Dieu allait pas permettre que je puisse me Que tu te retrouver. relèves. Mais quand, au fait, quand ça arrivé, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Seigneur, moi, cet argent, tout ce qui se passe là, c'est- au-delà de toutes choses, j'ai quand même fait de bonnes choses avec l'argent. Et donc, si vraiment les actions que j'ai posées ont touché des personnes, il faudrait pas que je reste en fait dans cette situation. Et ça m'a permis de me retrouver. Et donc, je vais dire que ce que je devais savoir bien connaître avant de me lancer, c'était savoir faire la part des choses, euh, aussi étudier le marché. Parce que autre chose aussi qui a fait aussi, qui a joué sur mes finances en ce temps-là, c'était le fait que j'ai lancé plusieurs activités en même temps. En même temps. Voilà, j'ai lancé plusieurs activités en même temps. Et du coup, je voulais en même temps faire le début de toutes les activités. En temps, j'avais pas étudié la rentabilité ou bien la faisabilité de tous ces projets en même temps. Donc, du coup, il y a des projets où j'ai mis beaucoup d'argent dedans qui ont chuté. Au fait, c'est ça, mais au fait aussi. C'est qu'il y a des projets où il y a mis des millions. En temps, j'avais pas étudié. Je pensais que ça allait être possible Et sans donc, étudier je le pense que marché. si Où j'ai j'avais mis l'argent peut-être et fait puis des ça a formations chuté. avant, Sur les questions d'études de marché, analyse de terrain, tout et tout, il y a des erreurs que j'avais pas fait. Donc, pour la question de savoir qu'est-ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer, c'était savoir étudier le marché, savoir gérer l'argent. Et puis bon, voilà. Après aussi, toutes choses arrivent pour qu'on puisse, ça puisse nous servir, voilà, nous servir des leçons. Donc, maintenant, aujourd'hui, si j'ai des conseils vraiment à donner, je vais dire aux jeunes d'abord de ne pas penser que, parce qu'il y a ça aussi. J'aimerais dire aux jeunes de ne pas penser il faut qu'on atteigne un certain âge avant de commencer à se développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce En fait, conseil. il n'y a pas d'âge pour se développer. Mm. Moi, aujourd'hui, là, comme j'ai dit, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Mes amis, là, c'est-à-dire que si, quand il m'assoit avec eux, tu as pensé qu'on a le même âge. Mais c'est des gens vraiment âgés. Pas parce que à cause de l'âge, mais plutôt à cause de la maturité. Moi, pas venir m'asseoir avec quelqu'un qui va venir me parler seulement que de sortie. Moi, j'aime m'amuser, je m'amuse bien. Mais au-delà de ça, là, c'est d'abord le travail. Et quand je vois que je me retrouve avec des gens qui n'ont pas la même vision que moi, ça sert à quoi qu'on marche ensemble, en fait. Aujourd'hui, là, mes amis, ce sont mes recherches sur mon téléphone tout le temps. Je veux toujours à faire un plus, au fait. Et donc, du coup, il faut que chaque jeune comprenne que il n'y a pas d'âge pour se développer. On peut se développer très tôt, vite commencer. Et plus tu commences vite, plus tu atteins vite ton ascension financière. Et donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. Ça, c'est le premier conseil. Aussi, pour ceux qui ont déjà commencé et qui rencontrent chaque jour des difficultés, vraiment, je dois leur dire que les difficultés, là, ça va toujours arriver. Mais il faut savoir avoir la force de pouvoir vraiment se retrouver. Comme je l'ai dit au départ, Abraham Lincoln a dit, pour une cause noble, on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps. Parce que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu recherches. Prends ton temps. Qu'il y ait des obstacles, affronte, assume et puis continue d'avancer. Aujourd'hui, moi, je suis très bien placé pour pouvoir dire aux gens que toi, tu penses que parce que tu as chuté une fois, c'est fini pour toi. Tu te trompes. Tu as la possibilité de relever si tu crois en ce que tu fais. Donc, vraiment, à tous ces jeunes qui vont suivre ce podcast,
Mettez-vous au travail, croyez en vos rêves, réfléchissez à trouver une solution. N'étudiez pas, n'allez pas à l'école juste parce que vous devez partir à l'école. Moi, je dis toujours que si l'école doit juste nous servir, nous permettre de connaître, de juste savoir vraiment et puis de venir répéter les mêmes choses, ça ne sert à rien. On adopte vraiment le système que la Chine a adopté pour quitter de pays très pauvres à puissance mondiale. Il faut qu'on se forme pour créer. Il ne faudrait pas qu'on se forme pour apprendre simplement. On doit se former pour créer. Vous voyez, aujourd'hui, si moi je suis dans certaines activités que l'énergie, j'ai pu avoir des limites dans ce domaine. Du coup, s'il y a une école de formation dans ce domaine, je vais pas aller faire peut-être un an de formation parce que là, je sais que c'est pour quelque chose que je suis en train de me former. Arrêtez d'aller à l'école parce qu'il faut partir. Formez-vous, croyez en vos rêves, foncez, surmontez les obstacles et puis mettez tout entre les mains de Dieu. Forcément, le bonheur est devant. Voilà le conseil que je peux donner. Merci beaucoup, Yves, pour tes conseils. C'était très solennel. J'espère de tout mon cœur que ça a résonné en vous comme ça a résonné en moi, parce que j'avais l'impression que je me parlais directement. Surtout quand tu as dit de ne pas attendre, de concrétiser nos projets maintenant. C'est qu'on n'a pas besoin d'attendre. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai lancé le podcast. Ouais, Parce que je te félicite vraiment. avant, en fait, quand on parlait de lancer ses projets, entreprendre, tout ça, on nous montrait des modèles qui avaient la quarantaine. On va nous citer des bons tontons, Stanislas, Céline, mais ils ont la quarantaine, en fait. Ça. Du coup, tu as l'impression d'avoir le temps. C'est ça. Tu es dis là, que c'est quand tu es arrivé là-bas que tu vas pouvoir c'est faire. quand tu vas atteindre ta quarantaine que tu vas te poser des questions. Alors que si tu l'avais lancé depuis ta vingtaine, rien n'empêche que tu l'as fait maintenant. C'est vrai. Quand tu auras 40 ans, tu auras plus de projets, tu auras plus de réalisations, plus d'argent. Donc, c'est super important que tu aies dit ça et ça me plaît parce que ça me conforte dans ma position, dans mon idée. Ça me plaît de savoir que les gens ont la même vision et comprennent qu'il est important de passer de véhiculer ce message-là dès maintenant. Alors, ça fait quoi? Je pense un peu plus d'une heure qu'on échange. Ouais. Mais c'est passionnant, donc du coup, on peut toujours parler, mais voilà, compte tenu du temps, je pense que... C'est ça, toute bonne chose à une fin de toute manière. On peut pas continuer à parler comme ça non-stop, même si j'aurais aimé que ce soit ce qu'on fasse. On va devoir clôturer l'épisode. Mais avant tout, la conversation était très stricte, hein. C'est l'impression que j'ai eue. C'était carré ici, le business, business, conseil, échec. C'était super, mais c'était très carré. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu à la fin quand même, qui va permettre de détendre un peu l'atmosphère. Mais c'est pas façon tu as parlé là, que même le jeu va pas te détendre. Pourquoi? Tu as donné des conseils stricts. Non. Moi, j'aime m'amuser aussi. Hein. Je pense pas. Ah bon, hein? Je m'amuse, hein. Je m'amuse. Je pense pas. Non, je m'amuse. Je pense quand tu es triste, tu lances les projets. Bah ouais. Quand je suis triste, je suis sur les projets, mais néanmoins, quand j'ai le temps de m'évader, je m'évade bien. Quand tu t'évades, tu fais quoi? Le business plan. Non, je sors. Pour aller faire les business plans dans le restaurant. Non. Mais qu'est-ce que tu fais au juste? Je peux sortir, aller visiter un truc que j'ai jamais vu, peut-être, genre qui est nouveau pour moi. Histoire d'avoir des idées pour lancer les projets. Pas forcément ça, de me cultiver. Et puis bon, je peux aller en boîte, m'amuser. Je m'amuse comme toute autre personne. Je m'amuse comme toute autre personne. Seulement, je sais faire la part des choses et tout. Sinon, je m'amuse bien même. Peut-être qu'elle m'amuse plus que ceux même qui ne font pas business. Ah, peut-être, c'est vrai. C'est vrai. Mais de toute façon, ceux qui ne font pas business, ils sont fauchés. Ah, mais c'est vrai aussi. Ça s'amuse, elle a les moyens. S'amuser à Abidjan, c'est cher, en fait. Donc, si tu ne veux pas les business, tu n'as pas les moyens d'aller t'amuser. C'est vrai. Mais bon, si tu t'amuses, c'est bon, parce qu'il est important quand même de garder l'équilibre. Il est important de garder l'équilibre. Surtout quand on porte les rêves que vous portez, là, il est important de garder l'équilibre. Alors, pour mon petit jeu, j'ai une petite boîte ici, j'ai des petits bouts de papier dedans. Tout ce que je dois faire, c'est tirer un petit bout de papier, dire à haute voix, et puis me dire ce à quoi ça te fait penser. Je donne un petit exemple simple. Tu pourras tomber sur pauvreté comme mot et tu dois nous donner une anecdote, une histoire marquante autour de la pauvreté. Je sais pas moi. Ça peut être un storytelling avec beaucoup d'émotions, comme quelque chose de drôle. Bref, je me dis juste la première chose à laquelle ça te fait penser. Ça peut aussi être quelque chose de pauvreté. Ouais, ça me rappelle. Dès que tu as parlé mais si tu sens sur pauvreté, ça que vraiment tu l'as vu. Souris. Moi, fourré. Bon. Tu t'amuses pas. Tu t'amuses. Effectivement. Genre, c'est quoi un truc qui m'a fait vraiment trop, quoi? Ouais, une expérience. Ouais, t'as vécu un bon fou rire quand même. Peut-être une blague. C'est difficile de trouver.
OK. Ça veut dire que tu t'amuses, hein. Bah ouais, mais j'essaie de réfléchir sur un truc qui m'a fait, qui m'a mis en rang bon, vraiment, j'étais, OK, je vois, il y a un truc qui me vient qui me truc. OK. J'étais, j'étais en Guinée. Uh-huh. J'étais pour mon séjour en Guinée. Et puis, j'ai un ami que je salue au passage, Amadou Diallo, un leader de jeunesse aussi en Guinée, qui est venu me chercher un soir pour qu'on parte un peu s'amuser, sortir un peu, pour qu'il puisse comment voir les boîtes en Guinée, comment les maquis, comment les boîtes se présentent un peu là-bas. Donc, on est sorti et puis on s'est retrouvé dans un coin. Un coup, bon, d'abord, on s'assoit même dans le coin, on a commandé à boire, bon, on est en train de chaud, de boire tout. On met la musique pour qu'on danse. Mais depuis que je suis assis même, je vois que le son, il n'y a pas de son chômé qu'il faut danser même. Donc, du coup, je suis assis, je vois que c'est tout. Tu vois, tu as tes trucs. Maintenant, il y a quelques temps, je suis là, et puis il y a un gars, ils ont commencé à annoncer dans la boîte. Ah, que non, c'est le début de la boîte. C'est le gars, il a beaucoup d'argent, tout. Sorti des champagnes pour lui. OK. Maintenant, moi, je suis assis, je vois sortir des champagnes. Il sait qu'ils ont coupé la musique spécialement pour faire sortir la bouteille du gars. Donc, il me dit, bon, attends, il va le gars, vraiment, c'est un dur. Je suis assis et me tourne. C'est un JP Chéné. Quelle bouteille même que là. Ici même là, même on dirait un musulman. Et c'est ça qu'elle a sorti des champagnes là-bas. Il dit à mon gars, il y a un signe qui me il a commencé à rire. Il dit, ah, si c'est JP Chéné, c'est que mon frère, moi, Abidjan pour définir. Parce que, parce que vraiment, au fait, juste pour dire qu'ils ont, la monnaie, c'est qu'il y a une différence monétaire, là-bas, tout et tout. Mais les gens arrivent quand même à s'amuser avec le peu qu'ils ont. Ils sont dans leur mood à eux. C'est pas la même chose comme ici. Mais vraiment, ils s'amusent avec le peu qu'ils ont, au fait. Et vraiment, j'ai aimé parce que j'ai vu comment ils ont apporté d'importance à cette bouteille-là. C'est-à-dire que quelque chose, mec, ici, on peut le diguer. Non, vraiment, donc, j'ai aimé, au fait. C'est l'un des moments aussi que j'ai aimé étant Guinée. Parce que ça m'a permis de voir un peu l'ambiance, comment les Guinéens s'évadent, comment ils s'amusent. Puis bon, après, je suis rentré, jouer un peu des billards. Et tu n'as pas peur que s'ils entendent ça là, aujourd'hui, ils te chassent. Parce que toi, tu dois aller implanter les projets là-bas. Non, mais moi, au fait, je me moque pas. Je me moque pas, au fait. J'ai dit que j'étais, au fait, surpris. C'est pas, tu vas d'un coin, un nouveau coin. Tu vois, tu quittes dans ton milieu, tu arrives dans un autre milieu, et puis tu vois un coup comme ça, cette différence-là. Parce que ici, là, tu vas aller t'asseoir peut-être, il va pas faire de publicité, mais tu vas aller t'asseoir dans des grandes boîtes, quelque part, et puis, on te dit sortir des champagnes, c'est soit Hennessy, soit les Moët, tu vois. Donc, du coup, des bouteilles vraiment coûtent vraiment cher. Donc, en fait, il me dit, arrivé là-bas, si quelqu'un achète maintenant, imagine que quelqu'un achète une bouteille de Moët là-bas. Mais c'est le boss de la ville, au fait, tu vois. Donc, vraiment, j'ai un big up, vraiment, un coucou à tous mes frères de la Guinée, Régina Loa, activiste environnementaliste qui m'a reçu en Guinée, Amadou Diallo, leader de jeunesse en Guinée, vraiment, big up à vous, un coucou à vous. Et vraiment, on est ensemble, mais je viens dans une semaine. Ah, c'est quoi? Te rattraper. Ouais, on t'a mis le show là. C'est à fait, nous. Tu as le droit de tirer un deuxième bout de papier. OK. Un deuxième pour la route. Ah, si je suis tombé sur pauvreté là, c'est bon, ben. Tu veux raconter quoi sur la pauvreté? Succès. OK. Succès, je l'ai dit dans ma présentation tout à l'heure, hein. L'un des trucs qui m'a marqué en matière de succès, bon, deux choses qui étaient importantes aujourd'hui quand j'ai cité mon parcours, mes succès. Il y a d'abord en 2014. En 2014, j'étais élève et j'ai été premier au concours national de littérature. J'étais encore élève, je crois que j'étais à quatrième ou troisième, non. J'étais premier au concours national de la littérature. Euh, on a compétit, il fallait faire des poèmes, tout et tout. Ah. Donc, c'était vraiment un succès. Jusqu'à présent, j'ai gardé mon tableau là, vraiment gracieusement, c'est à la maison toujours. Et un autre succès, moi, qui m'a marqué, c'est lorsque j'ai été dans le top 3 des jeunes entrepreneurs en 2024. Parce que ça arrivait un moment où je croyais plus en moi, où j'avais vraiment, il y avait parfois perdu un peu d'espoir. Et donc, je me retrouve sur vraiment l'estrade avec des autorités, des ministres, tu vois, c'est que des personnalités qui t'applaudissent, qui t'encouragent, tu donnes un tableau d'honneur. C'est vraiment, ça, c'était vraiment un succès qui m'a fait vraiment prendre confiance en moi et ça a réveillé tout espoir, au fait. Ça a réveillé tout espoir. Donc, vraiment, c'est un succès qui m'a vraiment marqué. Et le troisième succès, c'est lorsque j'ai été invité, comme je l'ai dit, en Guinée pour la première fois, parce que j'ai voyagé, c'était avant ça, mais c'est la première fois qu'on m'invite et qu'on prenne mon séjour, mon billet, tout en charge, au fait. Et surtout à cause de mon business. Donc vraiment, quand j'ai pris l'avion, et puis j'ai dit, mais attends, je suis là pourquoi? À cause de mon projet, c'est que c'est vraiment un succès. C'est vraiment un succès, en fait. Et arriver là-bas, croiser les ministres, les autorités guinéennes, échanger avec eux,
des personnalités que peut-être même quand tu vas voir des Guinéens même ne peuvent pas vraiment croiser. Moi, je rencontre ces personnalités-là et vraiment, c'était un succès pour moi. Donc, en matière de succès, c'est ces 3 points-là que je peux dire. J'aurais voulu que tu me dises ce que tu veux dire sur la pauvreté, mais tu n'as pas dit. C'est pas ce que tu veux dire sur la pauvreté, mais tu diras. Non, mais laisse-moi être bref, non, laisse-moi être bref. Il y a juste bref, au fait. Tu vois, il y a un truc qui m'a marqué, tu vois, dans mon parcours au niveau de la pauvreté. Euh, Autre chose, en plus, j'étais au lycée classique d'Abidjan, et puis j'ai parlé de mon projet de transport, là. J'étais à Bobo pour aller au lycée classique. En ce moment, comme je l'ai dit, c'était difficile, c'était vraiment difficile. Puis il y avait pas vraiment de très rapprochement entre moi et puis mon papa avec qui j'étais au fait. Et avec sa femme aussi, c'était un peu difficile. Donc, il y a un truc vraiment qui a marqué. Toujours quand je pense à la pauvreté, ça me fait rire aujourd'hui, mais hier, ça faisait vraiment pitié. Pour partir à l'école, t'as dit que d'abord, on me paye pas le transport. Qu'est-ce que je fais? Il y a un monsieur qui travaille à 13 villes les matins à 4 heures, puisque c'est le lycée classique, c'est loin. Pour partir vite, au moins, je me lève vite. À 4 heures, le monsieur il a les bâchers, il travaille à Solibra. Donc, les boissons, là, il venait son bâcher pour aller livrer. Donc, à 4 heures, quand il me lève, là, il me couche sur les bidons, là, pour que lui puisse pouvoir me laisser quelque part, pour qu'il marche maintenant vers le pont piéton à Djamé, là, pour qu'il marche maintenant passer par le lycée technique pour aller à l'école. Et du coup, au retour, je vais lutter le bus. Quand j'arrive à la maison, vraiment, si je suis arrivé un peu tard, je n'ai pas le temps de bosser, tout et tout et tout. Et le jour où j'ai pas vraiment même d'argent chez moi pour rentrer, qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive à la gare d'Abobo, parce qu'on était jusqu'à PK18, c'est vraiment loin, les bacas, là, ils m'approchaient derrière les bacas là pour rentrer à la maison. Un jour, je me suis approché derrière un massa, et puis le chauffeur a fait comme s'il voulait garer. Donc, moi, j'ai voulu mettre mon pied pour descendre, et puis il a roulé. Et je suis tombé sur le goudron, tu vois. Donc, quand je suis tombé, les femmes m'ont commencé à crier, enfant, déjà, tout, tout, tout. Mais je me suis levé, je me suis nettoyé, j'ai marché pour continuer ma route, tu vois. Pour ça, toi, de trucs, mais au fait, tu vois, c'est des choses qui vraiment m'ont marqué, m'ont touché. Aujourd'hui, c'est pour ça que je considère l'argent, tu vois. Je considère l'argent parce que je ne pouvais pas penser que j'allais genre pouvoir toucher. En fait, je croyais en moi. Mais quand je regarde il y a des années en arrière, puis je regarde où je suis aujourd'hui, je ne suis pas très riche, mais aujourd'hui, j'arrive à manger ce que je veux manger. Quand je regarde ça, il me dit, mais vraiment, moi, je dormais il y a quelques années de cela avec biscuit tasse 50 francs pour dormir, et puis me lever pour partir à l'école. À cause de 300 francs de transport, il m'accrochait derrière les bacs. Aujourd'hui, là, il y a eu une voiture, il y a eu ma première voiture à 22 ans. Donc, du coup, au fait, il regarde, c'est pour ça qu'il dit, croyez en nous et puis croyez en Dieu. Voilà, il y a toujours un meilleur demain, quoi. Oui. Donc, c'était un peu ça ce que je voulais Je dire. voulais pas que tu racontes, mais je suis contente que tu aies raconté. Oui, vas-y, c'est quoi? Je suis contente que tu aies raconté ça. Je me sens presque, pas presque, je me sens honorée d'avoir assisté à ça. Je suis contente que tu aies partagé ça avec moi. Et ouais, je suis d'autant plus, je me permets de le dire, fière de toi, contente pour toi, mon admiration. Et franchement, je prie pour que tu continues d'aller de succès en succès. Ça peut citer 3 aujourd'hui. J'espère que dans 2 semaines, tu pourras citer 10, ensuite 15, 20, ainsi de suite. Vraiment que ça ne te quitte pas pour que toutes ces expériences tristes que tu as vécues soient des souvenirs drôles au fil du temps. Voilà. Et si tu n'as rien d'autre à rajouter, on va clôturer l'épisode sur ça. D'accord. Et rien à ajouter à part demander à tous ceux qui vont suivre ce podcast de continuer de suivre les différents podcasts de cette page, cette chaîne, parce que c'est une occasion qui est donnée aux jeunes qui arrivent vraiment à se développer malgré leur âge. Et vraiment, vous devez suivre ce genre d'émission. C'est ce genre d'émission que vous devez suivre pour que vous ayez la motivation. Parce que souvent, toi, si tu peux ne pas avoir la motivation, mais en regardant des gens parler, ça peut t'encourager au fait à faire aussi comme eux. Donc, continuez de suivre les émissions, les différents épisodes du podcast de Vingtaine d'Audace. Continuez, abonnez-vous massivement. Et puis, pour toutes les informations concernant Coco Bio, rendez-vous sur notre page Facebook, Coco Bio. Tout simplement, vous allez avoir toutes les informations sur notre actualité, tout et tout. Et donc, c'est sur ça que moi, je vais terminer. Merci à tous ceux qui vont suivre ça. Croyez en vous et puis Dieu nous garde. Merci beaucoup pour ton message de fin. Ici, nous, on a un petit rituel. On vous remet ceci qu'on appelle le carnet des audacieux. OK. C'est tout mignon. Je ne sais pas pourquoi il dit que vous êtes tout mignon, mais franchement, dans la réalisation de ce podcast, c'est ce truc-là que j'aime le plus parce que il a une signification importante pour moi. J'estime que vous qui avez des idées qui fusent tout le temps, vous qui avez dans le buzz, partout des idées, il y a nécessité d'avoir un petit carnet qui vous rappelle que vous êtes différents. Vous êtes les audacieux pour que vous puissiez noter ces idées, pour ne pas oublier de les concrétiser comme ceux que vous avez déjà concrétisés. Alors, pour te remercier,
Il est petit, c'est symbolique. Pas petit. Je te l'offre en guise de remerciement et j'espère que... Vraiment, merci, merci. Et puis, vraiment, c'est touchant. Je ne m'attendais pas à un présent là parce que déjà, faut dire que c'est toi qui nous donne vraiment, c'est à toi qu'on va dire le merci, tu nous donnes l'occasion. Parce qu'aujourd'hui, là, avoir des passages sur les chaînes télé, c'est pas tout le temps évident. Et donc, tu nous donnes l'occasion de pouvoir nous exprimer, de partager vraiment notre parcours. Encore merci à toi. Beaucoup de courage surtout. Je te connais un peu. Je connais un peu, quand même un peu de toi. Continue ce que tu as commencé. Et puis, de l'autre côté, vraiment, on va te soutenir en prière avec comment on peut que vraiment tu puisses atteindre l'objectif. Et toi aussi, tu as des objectifs, donc tu dois atteindre tes objectifs. Donc vraiment, je te souhaite aussi le meilleur. Et puis, je souhaite le meilleur à Vingtaine d'Audace, que vraiment ça dépasse vraiment les frontières et qu'on puisse arriver à un stade où d'autres entrepreneurs d'ailleurs, d'autres pays ailleurs, passent aussi vraiment à ce podcast-là. Du coup, merci à vous aussi qui nous avez suivis. Si vous avez apprécié notre échange, si vous avez retenu des leçons que vous allez sans doute mettre en application, merci de partager cet épisode avec vos amis, de discuter autour de vous, de nous laisser des commentaires pour que nous puissions continuellement nous améliorer. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.